Je me suis levé en gémissant, cherchant à tâtons dans l'obscurité le téléphone qui diffusait l'hymne des marines. Vous savez, cet air qui commence par « des couloirs de Montezuma au rivage de Tripoli ». Saisissant enfin l'objet qui me réveillait en sursaut, j'ai ouvert un œil, louchant sur l'écran pour trouver ma jeune sœur Gilles en train d'appeler. « Bonjour, Frangine. Tu as une bonne raison pour ce réveil ?» Je grommelle. « Jake, nous avons besoin de ton aide, » me dit la voix de Gilles. Immédiatement alerte, j'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Gilles ?» Christy est ici, et elle est terrifiée. Elle n'a jamais bougé comme nous le pensions, elle est retenue contre son gré, explique Gilles, me faisant frissonner. Elle a essayé de s'échapper une fois, s'est fait attraper et a été ramenée en arrière. Il sait que nous sommes liés, et il pourrait venir la chercher. J'ai failli dire à Gilles de se rendre directement chez moi, mais à la place, je lui ai demandé d'emmener Christy sur une aire de repos près de chez moi. Je devais m'assurer qu'elle n'était pas suivie. Je me suis habillé rapidement, j'ai sauté dans mon pick-up et j'ai foncé dans l'allée, ne m'arrêtant que pour laisser les barrières de sécurité s'ouvrir. De là, j'avais une vue dégagée sur l'aire de repos. Je me suis garé derrière le seul véhicule à 18 roues qui tournait au ralenti. J'ai pris des jumelles dans la boîte à gants et je suis sorti. Malgré les premières lueurs de l'aube, la visibilité était bonne. Cet endroit me permettait de voir clairement la route que ma sœur allait emprunter. Elle descendait le long d'une colline lointaine et rejoignait l'autoroute où j'attendais maintenant. La région des collines du Texas s'étendait à l'ouest d'Austin. En quelques minutes, j'ai aperçu la Mustang rouge caractéristique de ma sœur qui dévalait la colline. C'était bien Gilles, qui avait toujours eu le pied lourd. J'ai surveillé le flanc de la colline à l'aide de mes jumelles, à l'affût de tout signe de poursuite. À leur arrivée, je me suis dirigé vers la voiture de Gilles. Les deux portes avant se sont ouvertes et les deux femmes sont sorties. Mon cœur aurait pu sauter un battement lorsque j'ai posé les yeux sur la compagne de ma sœur. Elle ne correspondait pas à la définition conventionnelle de la beauté. Au contraire, Christy était la quintessence de la pom-pom girl blonde aux yeux bleus, le genre qui mettait le feu à tous les garçons de l'école, avec un cadre svelte et athlétique à l'allure indéniable. Je n'avais rencontré Christy qu'une seule fois, lorsqu'elle s'était rendue chez Gilles, juste avant que celle-ci ne mentionne la démission et la disparition soudaine de son ami. Gilles m'a dit que tu avais des problèmes ? J'ai adressé ma question à Christy. Je voyais ce type et il m'a enfermé chez lui. Il ne me laissait pas partir. J'ai réussi à m'échapper une fois, mais j'ai à peine fait quelques kilomètres qu'ils m'ont attrapé et ramené, raconte Christy. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé. Je pensais que je me cachais, mais c'est comme s'ils savaient exactement où j'étais. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué qu'elle portait autour du cou une chaîne de type tour de cou, avec une petite boîte noire qui ressemblait à un pendentif. Cela m'a semblé familier. Il était similaire à celui que j'avais au collier de mon chien, un dispositif de repérage GPS. Où as-tu trouvé cette chaîne autour de ton cou, Christy ? Tony me l'a donnée. Il s'est assuré qu'on me la mette et m'a prévenu de ne jamais l'enlever. Laisse-moi la voir, demandai-je en me rapprochant. En la faisant tourner, j'ai soulevé le collier pour l'inspecter de près. Une chaîne solide sans fermoir. Dans le fourreau de ma ceinture, j'ai sorti mon fidèle Lederman. À l'aide de la pince coupante, j'ai soigneusement coupé la chaîne, libérant le collier de son cou. Tu n'en auras plus besoin. Gilles, prends Christy et attends-moi chez moi. Elles ont rapidement sauté dans la Mustang, Gilles en est sorti. Je suis resté derrière, réfléchissant à ce que je devais faire de la chaîne que j'avais dans la main. J'étais presque certain que la boîte sur le collier était un traceur GPS, l'outil que le ravisseur de Christy utilisait pour la surveiller. Alors que je m'apprêtais à jeter la chaîne et à écraser la petite boîte noire sous mes pieds, le moteur du gros camion s'est mis à rugir et le chauffeur s'est préparé à partir. J'ai eu une idée rapide, j'ai attaché le collier au loquet de la poignée derrière la remorque. Une fois le semi-remorque parti, j'ai attendu, observant à travers des jumelles la route que ma sœur avait empruntée. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'aperçus enfin une berline noire qui dévalait la colline à toute allure. Me glissant au volant de mon pick-up, je suis sorti de l'aire de repos et j'ai suivi la direction qu'avait prise le gros camion. Il m'a fallu près de 20 minutes pour l'apercevoir, et je suis resté à environ 1 kilomètre derrière. Peu après, la berline noire m'a dépassé en trombe. Ses vitres étaient teintées, ce qui empêchait de voir les occupants. Je pouvais à peine discerner 2 silhouettes à l'intérieur, mais je n'arrivais pas à distinguer leur visage. La berline a pris de l'avance, dépassant le camion, puis s'est repliée. Pendant les 10 kilomètres suivants, je les ai suivis et j'ai remarqué que la berline restait collée au camion. Mes soupçons se sont confirmés, la boîte noire émettait un signal de traçage et il la suivait. Satisfait de mes observations, j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Gilles et Christy étaient dans mon salon quand je suis revenu.
Christy venait de se doucher, ses cheveux humides indiquant, et ma sœur avait fouillé dans mon placard, car Christy portait maintenant une de mes chemises à boutons. Compte tenu de ma taille, la chemise arrivait presque au genou de la blonde d'1,70 m. Avec ses manches retroussées, elle était indéniablement mignonne dans cette tenue. Christy, je crois que vous êtes en sécurité pour le moment. Mais j'ai besoin de tout savoir sur la personne qui vous a retenu, lui dis-je. Il s'appelle Tony Ross. Je l'ai rencontré dans une boîte de nuit il y a 6 mois. Il avait l'air sympa, il m'a emmené dans des endroits chics. Il y a environ 3 mois, j'ai accepté de dîner chez lui. J'ai senti que ça n'allait pas quand j'ai voulu partir. Des larmes ont perlé dans les yeux de Christy, en parlait là clairement affligée. Je l'ai gentiment encouragée à continuer. Elle a raconté comment Tony l'a arrêtée, a insisté pour qu'elle reste, et quand elle a essayé de partir, il l'a agressée et l'a enfermée dans une pièce, puis l'a enchaînée. Par la suite, il l'a utilisée à sa guise pour assouvir ses désirs. Tony l'a contrainte à démissionner de son travail, a demandé à ses hommes de vider son appartement et a inventé son départ. Il était riche, mais la source de sa richesse lui était inconnue. Des hommes armés entouraient sa résidence en permanence. La première fois qu'elle s'est échappée, ces hommes l'ont reprise, la soumettant à de nouvelles violences. Il m'a dit qu'il recevait des associés aujourd'hui et que je devais les divertir et faire tout ce qu'il voulait, poursuit Christy, la voix tremblante. Hier soir, il était ivre, il s'est évanoui. C'est là que j'ai fait le mur. Je suis allé chez Gilles, j'ai demandé de l'aide et maintenant je suis ici. Gilles a réconforté Christy, la serrant contre elle pendant qu'elle racontait son calvaire. Ma sœur semblait visiblement perturbée par cette histoire et, à l'intérieur, je couvais de colère. Gilles, emmène Christy dans l'une des chambres d'amis pour qu'elle se repose, lui ai-je demandé. Je dois passer un coup de fil. Les larmes de Christy s'étaient calmées, et elle a esquissé un sourire reconnaissant. Merci, Jake. Lorsque les filles se sont levées, la chemise empruntée de Christy a laissé entrevoir un bout de tissu sous le dernier bouton, un éclair momentané qui m'a pris au dépourvu. J'ai rapidement détourné le regard, me demandant si elle ne l'avait pas remarqué. Une fois qu'elles eurent disparu dans le couloir, je me rajustai discrètement et me dirigeai vers mon bureau. En fermant la porte derrière moi, j'ai appelé Lyle, un ami de lycée dont la famille possédait une société de sécurité. Elle proposait divers services, dont des vérifications d'antécédents. Après de brèves salutations, j'en vins à l'objet de mon appel, demander à Lyle d'enquêter sur les antécédents de Tony Ross. De retour au salon, Gilles m'attend. Christy est dans la chambre d'amis. Je crois qu'elle s'est endormie dès que j'ai fermé la porte. C'est terrible pour elle, remarque la sœur. C'est plus que terrible. Entendre parler d'enlèvement aux informations est une chose, mais y être confronté directement. Je me suis interrompu. Devons-nous appeler la police, demande Gilles. C'est une option, mais je veux d'abord en savoir plus sur Tony. Sa chaîne avait un traceur GPS. Si ce qu'elle a dit à propos des gardes armés est vrai, impliquer les flics pourrait faire d'elle une cible, expliquai-je. L'expression de Gilles s'est transformée en horreur. Il faut que tu ailles au centre commercial, que tu achètes des vêtements pour Christy et toi, et que tu reviennes ici. Ne rentre pas chez toi. S'il y a un tracker, montrer Christy chez vous pourrait les alerter, ai-je insisté, inquiet pour leur sécurité. D'accord, Jake, répondit Gilles. Il me faudra quelques heures pour tout prendre et revenir. Une fois qu'elle est partie, je fais entrer Lucky par la porte de derrière. Lucky, un mélange de berger allemand et de labrador, a gagné son nom parce que je l'ai trouvé attaché à un arbre, presque affamé. Je l'ai recueilli, je l'ai soigné et depuis, c'est un compagnon fidèle. Il m'a donné un coup de coude dans la main avant de s'installer pour une sieste. Près de 2 heures s'étaient écoulées et je préparais le déjeuner dans la cuisine lorsque Christy sortit de la chambre. Elle s'est approchée, visiblement inquiète. « Où est Gilles ?» demanda-t-elle en balayant la pièce du regard. Elle est allée acheter des vêtements au centre commercial. Elle sera bientôt de retour, l'ai-je rassuré. L'anxiété de Christy semblait s'accentuer. Compte tenu de ce qu'elle avait vécu, le fait d'être seule avec moi ne faisait qu'accroître son inquiétude. J'ai résisté à l'envie de me rapprocher, voulant respecter son espace. « Christy, dis-je doucement. Tu es en sécurité ici. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit. Tu peux partir quand tu veux. Je veux juste t'aider, si tu me le permets. » Sa tension a semblé se relâcher momentanément. Mais Lucky, entendant sa voix, s'est approché pour voir ce qu'il en était. Il renifla les jambes de Christy, ce qui provoqua une réaction de surprise. D'un geste rapide, elle a traversé la cuisine, m'attrapant par le bras pour se réfugier derrière moi. Je luttais pour contenir mon amusement tandis que Lucky s'asseyait simplement, nous observant d'un regard curieux.
C'est Lucky. Il ne mord pas, lui ai-je assuré, en omettant la partie, à moins que je ne lui dise de le faire. Je me suis agenouillé et j'ai appelé Lucky. Christy, qui se tenait toujours derrière moi, a resserré sa prise sur mes épaules à mesure que Lucky s'approchait. Finalement, elle a timidement tendu la main et Lucky, à sa manière amicale, lui a léché les doigts. Après que Lucky et Christy aient fait connaissance, je lui ai proposé de s'asseoir à la table pendant que je finissais de préparer le repas. Nous venions de commencer à manger lorsque le panneau de sécurité a émis un bip, signalant l'ouverture de la porte d'entrée. Je savais que c'était ma sœur qui revenait. Gilles est entrée, chargée de sacs qu'elle a déposés sur le canapé avant de se joindre à nous pour le déjeuner. Pendant que je faisais la vaisselle, Gilles a pris Christy et l'a laissé se changer dans les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés. Christy était toujours aussi belle lorsqu'elle est sortie, mais je préférais secrètement la voir dans ma chemise. Au moment où je retournais dans le salon, mon téléphone a sonné. En m'excusant, je me suis rendu dans mon bureau pour prendre l'appel. Là, il était en ligne avec un rapport préliminaire. La collecte d'informations sur Tony n'avait pas été trop difficile. Là, il a révélé que le vrai nom de Tony Ross était Antonio Rossi, et qu'il était soupçonné d'avoir des liens avec le crime organisé. Bien qu'il ait été impliqué dans quelques entreprises légitimes, on pensait qu'il faisait partie d'une opération de contrebande de stupéfiants. Plus troublant encore, son lien avec une autre jeune femme disparue faisait de lui une personne d'intérêt pour la police. Cependant, il n'y avait pas encore assez de preuves pour le poursuivre. Là, il m'a promis de me faxer tous les détails et de poursuivre l'enquête. En le remerciant, je me suis assis pour contempler cette information troublante. Finalement, je suis retourné dans le salon. Assis en face de Christy et Gilles, je leur ai fait part de tous les détails que j'avais appris. L'inquiétude se lisait sur leur visage pendant que je parlais. Ce type est une vraie menace, ai-je conclu. Je me suis dit, oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis Christy. Vous pourriez aller voir la police, mais je pense que cela pourrait se retourner contre vous à ce stade. C'est votre parole contre la sienne, et il a les moyens de s'en sortir. Vous exposer pourrait faire de vous une cible sans l'incriminer. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Je vous suggère de faire profil bas, ce qui me donnera le temps de trouver une solution. La décision vous appartient, ai-je conseillé. Christy a regardé Gilles, cherchant des conseils. Christy, tu peux faire confiance à Jack. C'est un homme bien. Je ne m'adresserai à personne d'autre pour obtenir de l'aide. Je suis sûr qu'il peut t'aider, a rassuré ma sœur. Ces paroles m'ont rempli de fierté, même si je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si je serais à la hauteur. D'accord, Jack. J'admets que j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je te fais confiance, dit Christy. Je n'ai pas encore toutes les réponses et je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et j'affirmai, me voulant rassurant. Je laissai Christy et Gilles dans le salon et me retirai dans mon bureau, où les télécopies de Lyle avaient fini d'être imprimées. En scannant les documents, j'ai grimacé devant les détails troublants. À l'aide de Google Earth, j'ai trouvé l'adresse de Tony et j'ai étudié la vue satellite. Une maison imposante s'étendait sur près de 5 hectares au bord du lac Austin, signe évident de sa richesse. C'était un bien immobilier de premier ordre, et cela m'a laissé une impression troublante. Ce soir-là, Gilles et Christy se chargèrent du dîner et nous nous couchâmes tôt. Le lendemain matin, j'étais debout à l'aube, le petit déjeuner préparé avant que les filles ne se réveillent. Après le repas, je les ai informées que je serais absent pendant un certain temps. Je soupçonnais Tony d'être au courant de l'évasion de Christy et je me demandais s'ils avaient retrouvé la trace de sa visite chez ma sœur. Gilles avait mentionné que Tony était venu chez elle une fois avec Christy, confirmant ainsi leur amitié. Préférant ma Harley Sportster au pick-up, je me dirigeai vers la maison de Gilles. En approchant de sa rue, j'aperçus une berline noire garée quelques maisons plus loin, de l'autre côté. Je suis passé à côté sans me soucier de diriger mon regard vers la maison de Gilles. La berline contenait un homme à l'air peu amical. Protégé par un casque sombre, je ne craignais pas qu'il me voie, mais la confirmation que la maison de Gilles était surveillée était déconcertante. Une fois hors de vue de la voiture noire, j'ai mis mon vélo en marche et j'ai couru jusqu'à la maison. En entrant, j'ai trouvé Christy sur le canapé, Lucky à ses côtés. Il m'a regardé d'un air penaud pendant que Christy le caressait. Il connaissait la règle qui interdit de monter sur les meubles. Au lieu de le gronder, j'ai gloussé, ressentant une pointe de jalousie. J'aurais aimé avoir ma tête sur les genoux de la blonde, ses doigts parcourant mes cheveux. J'en avais des frissons dans le dos. Gilles est sorti de la cuisine et m'a offert une tasse de café. Prenant place en face du canapé, je fis signe à ma sœur de nous rejoindre. Les choses ont empiré. Tony sait que Christy se dirigeait vers votre maison. Je viens de passer et il est surveillé,
dis-je à ma sœur. Oh mon Dieu, non. Tout est de ma faute, sanglote Christy. Non, ce n'est pas de votre faute. Vous n'auriez pas pu prévoir cela. C'est toi la victime. C'est la faute de Tony. Mais cela signifie que nous devons partir. Ils ne vont pas tarder à découvrir que Gilles a un frère, et ils risquent de venir vous chercher l'un ou l'autre, expliquai-je solennellement. Où allons-nous maintenant, demande Gilles. La famille de Lyle a une maison au bord d'un lac isolé. Je vais l'appeler. Il nous laissera rester là-bas. Pendant ce temps, rassemblez vos affaires et mettez-les dans mon camion. Et ma voiture, demande Gilles. Nous la laisserons dans le garage. Cette voiture de sport tape à accent grave l'œil est trop voyante. Gilles a acquiescé et s'est empressé d'emballer leurs affaires avec Christy. Je me suis rendu à mon bureau et j'ai téléphoné à Lyle pour le mettre au courant des événements de la matinée. Il a non seulement accepté de nous héberger dans sa maison au bord du lac, mais il s'est également arrangé pour qu'une équipe de sécurité surveille ma maison à l'aide de caméras. Je leur ai donné le code d'entrée et j'ai laissé la porte déverrouillée pour qu'ils puissent y accéder. Je me suis empressé de préparer quelques vêtements et j'ai sorti de ma mallette mon étui à bandoulière contenant le Beretta 9 mm et l'AR-15. M'étant entraîné avec le M16, je maîtrisais le AR-15. Gilles est entré dans la pièce et m'a jeté un regard interrogateur. Mieux vaut l'avoir et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir, ai-je fait remarquer. Gilles a pris mon sac de vêtements tandis que je mettais des munitions dans un autre plus petit. Nous avons chargé nos sacs sur le plancher de la banquette arrière de mon véhicule à cabine double et Lucky est monté à bord. Sans trop de conversation, nous avons embarqué. J'avais déjà été à la maison du lac de Lyle plusieurs fois pour pêcher, donc la route m'était familière, à seulement 30 miles de chez moi. Pour atteindre la maison du lac, nous devions passer par un ranch privé, avec 3 portes. C'était un endroit isolé, hors des sentiers battus. Le silence régnait pendant le trajet, nous étions tous perdus dans nos pensées. À leur arrivée, les filles étaient visiblement impressionnées. La maison spacieuse comportait 4 chambres et un mobilier moderne. Pendant qu'elles exploraient, je déchargeais le camion et Lucky se promenait à l'extérieur, explorant et marquant son territoire de temps en temps. Dans la cuisine, Gilles m'a appelé. Il n'y a presque plus de conserve ici. Il va nous en falloir plus, a-t-elle fait remarquer. Oui, j'aurais dû y penser. Et pourquoi pas ceci? Il y a un magasin de campagne tout près. Je vais y aller et prendre quelques trucs. Vous deux, vous vous installez pendant que je suis dehors, ai-je suggéré. Attends, Jake. Je ne vais pas survivre avec du bœuf séché et des chips. Je vais faire une liste, déclare Gilles. Je soupire et acquiesce tandis que ma sœur commence à noter les articles que je devrais acheter. La bière était définitivement sur ma liste personnelle. Le magasin de campagne local appartenait à un éleveur et disposait d'un comptoir à viande où l'on pouvait demander des morceaux, fraîchement tranchés à partir de bœuf de première qualité. J'ai fait le plein de poulet, de côtelettes de porc épaisse et d'autres produits essentiels pour une semaine, et j'ai réussi à prendre la plupart des articles de la liste de Gilles avant de payer à la caisse. Pendant que je déballais le camion, les filles ont trié les sacs et rangé les provisions. Dans le dernier sac, Gilles a déniché une petite boîte blanche en polystyrène et l'a ouverte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Elle a poussé un cri lorsqu'elle a aperçu les gros noctiluques canadiens qui s'y agitaient. En riant, je me suis approché pour les lui prendre des mains. C'est un appât. J'ai pensé que nous pourrions pêcher un peu pendant que nous sommes ici, expliquai-je. Merci beaucoup. J'espérais que vous n'alliez pas les ajouter à une salade, dit Gilles en riant. Utilisant la charcuterie que j'avais achetée, Gilles et Christy ont préparé des sandwichs pendant que j'allais chercher 3 cannes et moulinets rangés par la famille de Lyle. Nous avons transporté la nourriture et une glacière jusqu'à l'embarcadère au bord du lac. Pendant que j'installais les chaises pliantes, appâtais les hameçons et lançais les lignes, les filles s'occupaient du repas et des boissons. Assis, j'ai engagé la conversation avec Christy, l'incitant à s'ouvrir un peu plus. Lucky, sentant la détresse de Christy, s'est posé à côté d'elle, cherchant à la réconforter à sa manière canine. Au cours de notre conversation, Christy a révélé qu'elle était fille unique. Son père était parti quand elle était jeune et sa mère était décédée il y a 1 an. Sans autre famille, elle s'était installée ici 9 mois auparavant, et Gilles était sa seule amie. Cela expliquait pourquoi elle était devenue la cible de Tony, une femme seule, nouvellement arrivée en ville, avec peu de relations, une cible facile. Cela faisait écho au profil de l'autre femme disparue. Curieuse, Christy s'est renseignée sur Gilles et moi. Bien que connaissant ma sœur depuis 6 mois avant son enlèvement par Tony, elle n'avait pas approfondi leur vie personnelle. J'ai avoué que Gilles et moi étions des bénéficiaires de fonds fiduciaires, notre mère étant la fille unique de parents aisés. Nos grands-parents avaient subvenu à nos besoins de leur vivant, ce qui nous avait permis d'aller à l'université,
j'ai ensuite rejoint les Marines, tandis que Gilles a trouvé un emploi. Les 3 mois qui ont suivi ma démobilisation ont été pour moi une période de décompression. Alors que mon fonds d'affectation spéciale me permettait de vivre confortablement, j'ai cherché à occuper mon temps de manière satisfaisante, une activité qui me plairait vraiment. Alors que je partageais des bribes de ma vie avec Christy, sa canne à pêche s'est soudain pliée presque en deux. Surprise, elle a poussé un cri et j'ai sauté pour décrocher l'hameçon. Une main sur la canne à pêche, j'ai aidé Christy à se lever et les guider pour qu'elle prenne le contrôle de la canne. Elle a eu du mal à remonter le poisson, ce qui m'a incité à intervenir pour l'aider. En lui montrant comment manœuvrer la canne à pêche, je me suis retrouvé par inadvertance à lutter contre l'envie de garder mon sang-froid alors que les mouvements de Christy m'oppressaient. Finalement, nous avons triomphé, ramenant un gros poisson-chat de 6 livres qui se tortillait sur le pont. Alors que je m'apprêtais à découper notre prise en filet, ma sœur et Christy ont protesté, me pressant de la relâcher. Levant les yeux au ciel, j'ai retiré l'hameçon et, à contre-séhure, j'ai remis le poisson à l'eau, le regardant s'éloigner. J'ai réappâté la canne de Christy et je l'ai rejetée dans le lac. Peu après, Gilles a également remonté un poisson plus petit, qu'elle a remis à l'eau. Alors que nous rentrions à la maison, j'ai supporté les taquineries sur le fait d'avoir été surpassé par 2 filles, et j'ai apprécié les plaisanteries car les rires de Christy étaient rares. Pourtant, j'ai vite compris que sa guérison nécessiterait plus que la capture d'un poisson. Ce soir-là, alors que je faisais griller des steaks, je me suis rendu compte que j'avais oublié de les assaisonner. En retournant dans la cuisine, j'ai trouvé Christy en train de remuer une casserole sur la cuisinière. Les épices se trouvaient au-dessus de la cuisinière et, en m'approchant d'elle, j'ai prononcé son nom. Sans s'en rendre compte, elle s'est retournée, sa main s'est élancée et m'a giflé par inadvertance. Ses yeux brillaient d'intensité, signe que si Tony l'avait peut-être blessé, il n'avait pas brisé son esprit. Me reconnaissant instantanément, le choc remplaça son expression initiale. « Oh, Jake, je suis désolé. J'ai oublié où j'étais. Je ne voulais pas te frapper, plaide-t-elle, les larmes aux yeux. C'est bon, Christy. C'est ma faute. Te surprendre comme ça n'était pas la chose la plus intelligente à faire, l'ai-je rassuré. Le contact de Christy sur ma joue brûlante m'a semblé étrangement réconfortant, presque à la hauteur de la gifle elle-même. L'envie de la rapprocher et de l'embrasser était irrésistible, mais j'ai résisté. Ce n'était pas le moment, elle avait besoin de temps pour guérir de ce que Tony lui avait infligé. Au lieu de cela, je me contentais de lui prendre la main, de l'embrasser doucement et de lui assurer une fois de plus que je n'étais pas rancunier. Les 5 jours qui suivirent passèrent à toute vitesse. Notre seule sortie a été une visite chez le médecin pour le bilan de santé et les examens de dépistage de Christy. Bien que la fièvre des vacances ne se soit pas installée, le sentiment d'être confiné à cause de l'ombre de Tony persistait. Au milieu de tout cela, j'ai trouvé du réconfort en passant du temps avec Christy. Elle se sentait de plus en plus à l'aise avec moi, se joignant même à ma sœur pour des taquineries légères qui apportaient de brefs moments de gaieté. La nuit la plus mouvementée s'est déroulée le 3e soir. Gilles et Christy se sont retirés pour la nuit, et j'ai emmené Lucky faire une promenade tardive. Debout sur la jetée, je m'émerveillais du ciel étoilé, une rareté loin de la lueur omniprésente de la ville. La lune montante se reflétait sur le lac tranquille. J'étais loin de me douter qu'un autre spectacle à couper le souffle m'attendait. En retournant vers la maison, un mouvement a attiré mon attention à travers l'une des fenêtres. Christy se tenait dans sa chambre éclairée, ignorant l'obscurité qui régnait à l'extérieur. Vêtue d'un peignoir, elle se séchait les cheveux avec une serviette. Lorsqu'elle a laissé tomber la serviette et défait son peignoir, celui-ci a gracieusement glissé de ses épaules, révélant sa nudité. Je suis resté debout, immobilisé par le spectacle qui s'offrait à moi. Le clair de lune pâlit en comparaison de sa beauté. Ses cheveux blonds humides tombaient en cascade sur ses épaules, encadrant une paire de seins parfaits coiffés. Sa silhouette élancée s'élargissait en hanches féminines, attirant l'attention sur ses formes galbées. Le souvenir de son corps rasé le jour où elle avait porté ma chemise me faisait mal. Elle a attrapé sa chemise de nuit et l'a soulevée au-dessus de sa tête. Alors qu'elle descendait, recouvrant son corps, j'ai finalement bougé, un sentiment de culpabilité m'envahissant. Je me suis dit que je n'avais pas eu l'intention de l'espionner intentionnellement. D'ailleurs, qui parmi les hommes aurait pu se détourner d'un tel spectacle? Je restais en contact quotidien avec Lyle, mais malgré le déploiement d'une grande partie des ressources de son entreprise, il n'y avait aucune avancée contre Tony. Le 6e jour de notre isolement, des nouvelles inquiétantes nous parvinrent. Les caméras installées autour de ma maison avaient filmé 2 hommes escaladant la clôture et jetant un coup d'œil aux fenêtres. Bien qu'il n'ait pas pénétré dans la maison, il semble que Tony m'ait relié à ma sœur, et donc à Christy. Cela fait une semaine que nous sommes ici, Jake,
dit Gilles en prenant son petit déjeuner. Peut-être devrions-nous déménager, dans un endroit où Tony ne pourra pas nous trouver. Chérie, j'aimerais que ce soit aussi simple. Si Tony est lié au crime organisé, il pourrait nous retrouver où que nous allions. C'est pour cela que le programme de protection des témoins est si surveillé. Nous devons être patients et trouver un meilleur moyen, ai-je répondu. Ce que je n'ai pas révélé, c'est que j'envisageais de poursuivre Tony moi-même. Je ne pouvais me défaire de l'idée que s'il s'agissait de l'Irak et que Tony était un leader identifié d'Al-Qaïda, il serait une cible approuvée. Mais ce n'était pas si simple. Je devrais peut-être aller voir la police, a suggéré Christie. En secouant la tête, je ne suis pas d'accord. C'est risqué. Même s'il l'arrête, il pourrait sortir sous caution et prendre des mesures extrêmes pour t'arrêter. Gilles et Christie ont cédé, mais la décision de rester ou de partir nous a été arrachée cette nuit-là. Gilles et moi regardions les informations tardives tandis que Christie sortait prendre l'air. Soudain, Lucky, qui était à mes pieds, s'est précipité vers la porte arrière en aboyant sauvagement. Je me suis élancé à sa suite et j'ai ouvert la porte d'un coup sec. Lucky s'est lancé à la poursuite d'une silhouette qui disparaissait dans l'obscurité près de l'embarcadère. Je l'ai poursuivi en dégainant mon arme. Lorsque la jetée est apparue, j'ai vu mon chien sauter dans les airs, suivi d'un cri et d'une forte éclaboussure. En me précipitant sur la jetée, j'ai aperçu un bateau rapide qui s'éloignait et quelqu'un qui se débattait dans l'eau. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait de Christie dans le lac. J'ai plongé dans l'eau, je l'ai entouré de mon bras et j'ai nagé jusqu'à la rive. Lorsque nous avons atteint des eaux moins profondes, je l'ai soulevé et ramené sur le rivage. Christie s'est accroché à mon cou, sanglotant, tandis que je m'agenouillais en tenant son corps tremblant. Il a fallu 5 bonnes minutes avant qu'elle ne puisse parler. « Merci de m'avoir sauvé, Jake », a-t-elle réussi à dire entre deux sanglots. « J'aimerais pouvoir m'attribuer le mérite, mais c'est Lucky qui t'a sauvé », ai-je dit en jetant un coup d'œil à mon chien, à côté de ma sœur visiblement ébranlée, qui m'avait suivi à l'extérieur. Lucky tenait dans sa gueule un morceau de tissu qui, lorsque je l'ai dégagé, s'est avéré être la poche arrière d'un pantalon taché de sang. Quelqu'un allait avoir du mal à s'asseoir pendant un moment. J'ai aidé Christie à se lever et je l'ai confié à ma sœur, en leur demandant d'attendre pendant que j'allais chercher mon pistolet. Ensemble, nous sommes retournés dans la maison, Lucky en tête. Heureusement, la maison était dégagée. Gilles, mets des vêtements secs à Christie et prépare tes affaires rapidement. Nous devons partir, ai-je dit avec fermeté. Elles se sont empressées de suivre mes instructions. Je me suis précipité dans ma chambre, j'ai préparé mes affaires de première nécessité, j'ai pris mon fusil et mes munitions et j'ai tout chargé dans le camion. J'ai fait le guet avec le AR-15 jusqu'à ce qu'il sorte. Gilles a rangé ses valises, et Lucky s'étant installé, nous sommes partis en trombe sur le chemin de terre. Lorsque nous sommes arrivés sur l'autoroute, j'ai pris un virage serré pour m'éloigner d'Austin. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. « Jake, c'est Lyle. Ta position est peut-être compromise », m'avertit Lyle avec insistance. « Oui, je sais. On nous a rendu visite, et ils ont failli avoir Christie, répondis-je. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lyle soupire. Un de mes gars qui surveillait ton appartement a dû griller sa couverture. Les flics ont trouvé son corps abandonné. Des signes de torture. Les zones de main de Tony, sans aucun doute. Vous allez bien ? Nous allons bien. On est sur la route. Je ne sais pas encore où, mais je t'appellerai plus tard, lui ai-je assuré. Après avoir raccroché, j'ai transmis le message de Lyle à Gilles et Christie. Ce n'est pas de ta faute, ai-je rassuré Christie en l'asseyant à côté de moi. J'ai posé une main réconfortante sur sa jambe, prévoyant de la retirer lorsqu'elle m'a surpris en la recouvrant de la sienne, la maintenant ainsi. Quelques kilomètres plus loin, des phares sont apparus dans mon rétroviseur alors que je franchissais une colline. Les lumières se rapprochaient à chaque fois que je franchissais une colline. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai éteint mes phares, me fiant à la lumière de la lune, jusqu'à ce que j'aperçoive un chemin de terre sur ma droite. Je suis engagé rapidement, jusqu'à ce que je trouve un abri sous des arbres, à une centaine de mètres de l'autoroute. Je suis sorti, armé de l'AR-15. Je vérifie juste notre environnement en ligne, pour m'assurer que nous sommes en sécurité, ai-je répondu en jetant un coup d'œil autour de moi. Nous nous étions garés dans un endroit isolé à l'arrière d'une église. J'ai fait défiler la carte et les informations locales, à la recherche d'événements récents. Christie et Gilles semblaient soulagés, j'ai donc démarré le camion et vérifié le GPS. La route de Caliche que nous empruntions nous conduirait à une autre autoroute vers le nord, à une vingtaine de kilomètres de là, ce qui semblait être une direction sûre. Pendant que je conduisais, Christie s'est appuyé contre mon épaule et s'est endormi, tandis que Gilles s'est trouvé un oreiller de fortune contre la fenêtre.
Alors que l'obscurité nous enveloppait, je suis arrivé à deux conclusions. Christy et Gilles avaient besoin d'un refuge sûr, et il était temps de confronter Tony. 1 heure plus tard, j'ai repéré la ville que j'avais vue sur le GPS. Sur le parking d'une église, à l'abri des regards, nous nous sommes installés pour la nuit. Lucky s'est recroquevillé sur le sol, Gilles a pris la banquette arrière et Christy a posé sa tête sur mes genoux. C'était un moment intime qui a réveillé des sentiments auxquels je ne m'attendais pas à être confronté si tôt. La lumière du lendemain matin m'a tiré d'un état de demi-rêve. J'ai remarqué que Christy était toujours blottie sur mes genoux et je me suis empressé d'essayer de dissimuler une situation embarrassante causée par l'excitation matinale. Je la réveillai doucement et me glissai hors du camion, espérant qu'elle ne l'avait pas remarqué. Alors que je laissais Lucky sortir et que je m'étirais près du camion, Gilles se réveilla à son tour. J'ai pris mon smartphone et je me suis connecté à Internet pour recueillir plus d'informations et évaluer notre situation. « Qu'est-ce que tu fais, Jake ?» demanda Gilles, curieuse de mes actions. « J'ai besoin d'un endroit sûr pour eux, Bear. »« Un endroit où on ne les trouvera pas ?» répondis-je, le ton grave. « Tony a des liens et des ressources, et je ne peux pas risquer leur sécurité. » Bear se frotta la mâchoire d'un air pensif. « Tu sais, il y a cette vieille cabane dans les collines. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est isolé. Personne n'y est allé depuis des années. Ça pourrait marcher, ai-je pensé, considérant l'option. Tu penses qu'elle est encore habitable ? Oui, elle devrait l'être. Il faudrait peut-être la remettre en état, mais c'est un bon endroit pour faire profil bas, confirma Bear. Je l'ai remercié pour la suggestion et le café. Nous sommes retournés à l'intérieur pour retrouver les femmes. Gilles et Christy avaient l'air plus détendus après leur passage aux toilettes. Bear s'est tourné vers elle avec un sourire chaleureux. « J'ai une idée », commença Bear, attirant l'attention de tout le monde. « Il y a une vieille cabane dans les collines. C'est peut-être l'endroit que vous cherchez. Très isolée, elle n'a pas été utilisée depuis des années. » Les filles échangent un regard, visiblement intriguées. « Je vous y emmène », propose Bear. « Ce serait formidable, » dit Gilles avec gratitude. En quittant la maison de Bear, je me suis senti soulagé de savoir que nous avions un refuge potentiel en vue. Il ne restait plus qu'à préparer la cabane pour qu'elle puisse être occupée. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir pris soin d'eux, ai-je dit à Bear, ma gratitude transparaissant dans ma voix. Ils seront en sécurité ici, Jake. Concentre-toi sur la résolution de ce problème, a répondu Bear, d'un ton résolu. Je ne suis pas sûr de ce qui nous attend, mais je dois m'en occuper, affirmai-je. Tu n'y feras pas face tout seul. Je viens avec toi, a déclaré Bear avec fermeté. Bear, je ne peux pas te demander de plonger dans ce chaos, ai-je protesté. Il n'y a pas besoin de demander. Je te le dis, j'y vais, insista Bear, un regard déterminé dans les yeux. Je voyais bien qu'il était très sérieux. Je n'avais d'autre choix que d'accepter sa décision. Nous nous sommes serrés la main et je l'ai remercié, sachant qu'avoir Bear à mes côtés pouvait faire la différence entre le succès et l'échec. Bear a informé son père de notre plan. Son père nous a assuré qu'il s'occuperait de Gilles et de Christy, et nous a demandé de rester en sécurité. Après qu'ils soient rentrés, j'ai appelé les filles pour leur parler en privé. Vous allez rester ici. C'est sûr et personne ne pensera à vous chercher, leur ai-je assuré. Où allez-vous ? Demande Gilles, dont l'inquiétude est évidente. Je vais régler cette affaire une fois pour toutes, ai-je dit, exprimant le caractère définitif de ma décision. Les larmes ont coulé dans leurs yeux et elles m'ont serré très fort dans leurs bras, la peur et l'inquiétude étant évidentes. Sois prudent, Jake. S'il te plaît, reviens sain et sauf, m'a demandé Christy en pleurant, en me serrant contre elle. Je reviendrai. Je le promets, lui ai-je assuré. Alors que je me séparais de Christy, Bear sortit de la maison, équipé et prêt. Il portait un équipement digne d'un homme d'affaires et sa présence était rassurante. Nous allons prendre mon véhicule. Ils attendent la vôtre, proposa Bear. Après avoir chargé notre matériel dans l'impressionnant UMV noir de Bear, Lucky nous a rejoints sur la banquette arrière et nous avons repris la route en direction d'Austin. Tout en roulant, nous avons discuté de notre stratégie et décidé d'impliquer Lyle, qui était impatient de nous aider à notre retour. Arrivés en ville, nous nous sommes installés dans un motel, en gardant un profil bas. Nous avons collaboré avec Lyle à l'élaboration d'un plan visant à capturer l'un des hommes de Tony. Après une préparation méticuleuse, nous avons mis notre stratégie en œuvre le 3e jour. L'équipe de Lyle était plus que disposée à nous aider, surtout après que l'un de ses membres ait souffert des mains de l'équipe de Tony. Notre opération impliquait 3 véhicules, Lyle conduisait une voiture, Bear et moi occupions une camionnette, tandis que 2 des associés de Lyle prenaient place dans le 3e véhicule. Lorsque la berline noire s'est approchée, Lyle lui a coupé la route. Derrière Lyle, Bear et moi avons fait de même,
et la troisième voiture nous a suivis. Lorsque nous avons approché de ma maison, Lyle s'est arrêté et je me suis garé à côté du véhicule cible. La troisième voiture nous a bloqués par l'arrière. D'un geste rapide, Bear a surgi de la camionnette, brisant la vitre du côté conducteur d'un seul coup de poing. Il a tiré l'abruti par la fenêtre, l'a jeté dans notre camionnette et est remonté à bord. Pendant que je démarrais, un des hommes de Lyle a pris la voiture vide et s'est éloigné. La capture s'est déroulée sans problème. Bear a efficacement désarmé et menotté notre captif. J'avais attaché Lucky au siège avant, et il était frénétique, essayant d'atteindre notre captif, qui tremblait de peur. Je me suis précipité derrière Lyle et j'ai ouvert la voie vers un entrepôt abandonné. Alors que nous approchions, les portes de chargement s'ouvrirent, nous laissant entrer avant de se refermer derrière nous. Nous nous sommes arrêtés en hurlant et Bear a traîné l'homme terrifié à l'extérieur, attachant ses menottes à un palan à chaîne. En quelques secondes, il fut suspendu par les mains, tendu vers le haut. Désorienté, il ne voyait que les 5 hommes masqués qui l'entouraient. Nous avons vérifié son portefeuille et trouvé sa carte d'identité, Vincent Moretti, ou Vinny. Nous avons commencé l'interrogatoire, mais après s'être remis du choc initial, Vinny s'est tu. Il semblait être d'une loyauté inébranlable envers Tony ou, plus vraisemblablement, avoir peur de lui. Une demi-heure plus tard, alors que nous étions dans une impasse, Bear a demandé la permission de « convaincre » Vinny que nous avions une affaire. Au lieu de cela, j'avais un meilleur plan. J'ai ordonné à l'un des hommes de Lyle d'enlever le pantalon de Vinny. Debout derrière lui, j'ai remarqué un bandage sur sa joue droite. Je l'ai arraché, révélant des marques de dents. C'était le même homme qui avait essayé d'enlever Christy à la maison du lac. Cela expliquait l'agitation de Lucky. De retour au van, j'ai fait sortir Lucky, le plaçant à quelques centimètres de l'homme à moitié nu. En grognant et en claquant des dents, Lucky tenait Vinny dans ses bras, terrorisé. La vue de ses dents, dangereusement proches de ses parties exposées, a brisé la détermination de Vinny, qui s'est mis à bafouiller. Il s'est soudain montré désireux de répondre à nos questions, à condition que je tienne Lucky à distance. De notre interrogatoire, nous avons tiré 2 informations cruciales. Premièrement, Vinny a confirmé la culpabilité de Tony dans le meurtre de la femme disparue, racontant qu'une crise de rage l'avait conduite à sa perte, puis que lui et un autre homme nommé Gino l'avaient enterré dans une zone boisée isolée. Ensuite, Vinny a révélé l'arrivée prévue par Tony d'une livraison de stupéfiants colombiens le lendemain. Bear, Lyle et moi nous sommes installés au fond de l'entrepôt pour discuter de nos révélations. Nous étions tous d'accord pour dire que cette opération avait dépassé nos attentes. Au milieu de notre conversation, une idée a germé dans mon esprit, un moyen d'abattre Tony sans avoir recours aux armes à feu. J'ai demandé à Bear de menotter Vinny à une chaise, de l'éclairer au visage et d'installer discrètement une caméra vidéo braquée uniquement sur sa tête. Dans ces conditions, Vinny s'est soudain montré plus enclin à donner des informations. Le reste de mon plan reposait en grande partie sur la chance et un timing précis. Le lendemain matin, Bear, Lyle et moi nous sommes rendus sur la rive opposée à la propriété de Tony. Nous avons repéré un terrain boisé vacant et avons navigué à travers les arbres jusqu'à ce que nous atteignions un point d'observation surplombant la rivière. Ma reconnaissance préalable à l'aide de Google Earth avait révélé que la maison de Tony se trouvait à environ 30 pieds au-dessus de l'eau, des falaises à pic séparant la propriété de la rive. Ce qui a attiré notre attention, c'est un tuyau de 2 pouces qui part de la rivière et passe au-dessus de la falaise, un système d'irrigation courant dans la région. Satisfaits de nos observations, nous sommes rentrés au motel. J'ai exposé les détails de mon plan à mes compagnons, en reconnaissant les risques qu'il comportait, mais en soulignant qu'il était susceptible de résoudre notre dilemme. L'exécution du plan reposait en grande partie entre les mains de Lyle. Après avoir pris la vidéo des aveux de Vinny, Lyle est parti. Bear nous a offert une pizza et, ce soir-là, j'ai appelé Gilles et Christy, les assurant de notre sécurité et leur faisant miroiter notre retour imminent si tout se passait bien. Le lendemain, nous avons effectué une reconnaissance rapide du site où devait se dérouler l'échange de stupéfiants entre les Colombiens et les hommes de Tony. Nous avons attendu jusqu'à la fin de l'après-midi, nous préparant à une phase qui nécessiterait une main-d'œuvre considérable. En plus de Bear, Lyle et moi-même, Lyle a recruté 8 de ses anciens associés militaires qui ont travaillé comme gardes du corps. Nous nous sommes rassemblés à l'entrepôt, révisant méticuleusement nos plans. Vinny a fourni le lieu de l'échange, situé sur un chemin de terre isolé dans une zone boisée. Le plan prévoyait que 2 voitures s'approchent de nuit. Chaque voiture, l'une des hommes de Tony et l'autre des Colombiens, signalerait son arrivée à l'aide de ses phares. Les émissaires de Tony transporteraient une valise d'argent, tandis que les Colombiens apporteraient les stupéfiants. L'échange se faisait rapidement, puis les hommes de Tony transportaient la drogue vers un autre endroit pour la distribuer sans que Tony ne la manipule directement.
Nous nous sommes divisés en 2 équipes et nous nous sommes cachés parmi les arbres, attendant le moment désigné. Lorsque les 2 voitures se sont approchées de l'endroit et ont donné le signal, nos équipes se sont mises en mouvement. Les armes dégainées, nous avons pris les 4 hommes au dépourvu. Par précaution, les 2 groupes avaient laissé leurs armes dans leur véhicule et, à la vue des 8 hommes armés et masqués, ils n'ont opposé aucune résistance. Rapidement, nous les avons maîtrisés, menottés et placés face contre terre. 3 autres membres de l'équipe de Lyle sont arrivés en camionnette, ont chargé les hommes capturés dans 2 des véhicules et se sont hâtés de retourner à l'entrepôt où Vinny était détenu. En inspectant les marchandises, nous avons trouvé 20 kilos de stupéfiants ainsi qu'une valise contenant 50 liasses de billets de $100, pour un total d'un demi-million de dollars. Nous avons placé 5 kilos de drogue et l'argent dans la voiture des Colombiens et renvoyé 2 membres de l'équipe de sécurité avec les véhicules à l'entrepôt. Avec 15 kilos de drogue en main, Lyle, Bear et moi avons procédé à la dernière étape risquée de notre plan. Après avoir chargé le reste de la drogue dans une camionnette, nous nous sommes dirigés vers la rivière près de la résidence de Tony. Nous avons rencontré un autre homme de Lyle avec un petit bateau en amont de la maison de Tony et nous avons embarqué. Nous avons utilisé un moteur électrique pour nous déplacer silencieusement et nous nous sommes fiés à la faible lumière d'un navigateur GPS portatif pour déterminer notre emplacement sous la maison de Tony. Nous avons dérivé le long de la falaise jusqu'à ce que nous trouvions le tuyau d'irrigation. Lyle, le plus petit d'entre nous avec son 1m90 et ses 145 kg, a utilisé le tuyau pour escalader la falaise. Il a descendu une corde pour moi et j'ai grimpé pendant que Bear restait sur le bateau. Une fois en haut, nous avons hissé les 15 kg de drogue à l'aide de la corde. Notre objectif était d'introduire la drogue dans la propriété de Tony, en excluant de pénétrer dans la maison pour des raisons de sécurité. Cependant, une cabane près de la piscine a attiré notre attention. Lyle et moi, vêtus de noir et munis de masques de ski, avons navigué prudemment dans l'obscurité. Nous nous déplacions furtivement d'un arbre à l'autre, en restant bien cachés. Alors que nous approchions de la cabane, une porte de la maison s'est ouverte et un homme armé est sorti pour fumer. Nous nous sommes figés, attendant 10 minutes avant qu'il ne revienne à l'intérieur. Avançant prudemment, nous avons trouvé le cabanon déverrouillé. Lyle a surveillé les mouvements pendant que je cachais la drogue dans un placard, en la recouvrant discrètement de serviettes. Une fois l'acte accompli, nous sommes revenus sur nos pas, descendant en rappel le long de la falaise pour rejoindre Bear dans le bateau. Ce n'est qu'au moment où nous nous sommes éloignés et avons entamé notre retour que nous avons expiré, sentant le soulagement nous envahir. La familiarité de cette opération avec certaines missions que j'avais effectuées en Irak me donnait une étrange impression de déjà-vu. Le moteur de pêche à la traîne nous a guidés en amont de la rivière jusqu'à la camionnette qui nous attendait. Il était temps de passer à la phase finale du plan. En retournant à l'entrepôt où se trouve Vinny, les coursiers de Tony et les Colombiens, nous avons rencontré quelques membres de l'équipe de sécurité qui montaient la garde. En amenant Vinny, je lui ai présenté un lecteur vidéo portable contenant ses aveux. Mentionnant qu'une copie du disque allait être remise à la police, j'ai observé sa réaction à mesure qu'elle se manifestait. Lui conseillant d'envisager d'entrer dans le programme de protection des témoins s'il voulait avoir une chance de survivre, nous avons veillé à ce que tous les détenus soient sécurisés avant de partir. Nos masques de ski et nos gants nous ont permis de rester anonymes, sans laisser d'empreintes ni de traits identifiables. Notre prochaine étape nous a conduit à une cabine téléphonique où j'ai appelé la police. Je leur ai demandé de vérifier la poubelle située devant la porte d'entrée du commissariat, où ils trouveraient un paquet contenant des preuves de 2 crimes. Avant de raccrocher, j'ai insisté sur le fait qu'ils disposaient d'un délai de 2 heures avant que la presse ne soit informée, ce qui leur donnait le temps d'obtenir les mandats nécessaires. Le paquet contenait une lettre détaillant l'emplacement de la drogue chez Tony, l'entrepôt où nous avons laissé les hommes et la drogue, l'endroit où se trouve le corps de la femme disparue et une copie des aveux de Vinny. Il était conçu pour inciter à une action immédiate. Je n'ai pas attendu les 2 heures pour appeler la presse. J'ai contacté une chaîne d'information locale pour lui proposer un reportage exclusif sur l'arrestation d'un riche homme d'affaires accusé de trafic de stupéfiants et de meurtre. Ils étaient très intéressés par le scoop. Je leur ai demandé d'envoyer 2 équipes de journalistes dans une zone générale et, lorsque la police arriverait sur les lieux, ils recevraient d'autres instructions. 2 des hommes de Lyle sont restés près de l'entrepôt et de la maison de Tony. Lorsqu'ils repéraient une activité policière, ils nous contactaient par radio et je transmettais les lieux à la chaîne d'information. Une fois nos tâches accomplies, nous avons terminé la nuit. Lyle rentra chez lui, Bear et moi retournâmes au motel. J'ai réglé mon réveil pour regarder les nouvelles matinales, espérant que tout s'était déroulé comme prévu et que cela marquerait la fin de Tony. Lorsque le réveil sonna le lendemain matin, j'allumai la télévision et découvris que le sujet principal était centré sur Tony. Le journaliste expliquait comment la police avait pris d'assaut la propriété de Tony,
ce qui avait conduit à une fusillade au cours de laquelle un homme avait été tué et un autre blessé. Heureusement, aucun des officiers n'avait été blessé. Le journal télévisé passa à un sujet connexe, montrant 5 hommes menottés sortis d'un entrepôt abandonné. Soulagé, j'espérais que Tony avait désormais des préoccupations plus importantes que Christie. À ce moment-là, Bear frappa à ma porte, le visage rayonnant après avoir regardé le même reportage dans sa chambre. Nous avons échangé nos félicitations pour le travail bien fait, mais j'avais une dernière tâche à accomplir avant de retourner chez Bear. Bear s'est occupé de la sortie du motel et nous sommes allés au bureau de Lyle. Il venait d'arriver lorsque nous sommes rentrés. Portant une valise contenant l'argent destiné à l'achat de stupéfiants, je l'ai placé sur le bureau de Lyle et j'ai divisé l'argent en 2 piles de $100 000. En présentant une pile à Lyle et l'autre à Bear, j'ai insisté sur le fait qu'il s'agissait de leur part. Puis, j'ai demandé à Lyle de répartir le reste entre les hommes qui avaient participé à l'exécution du plan, en guise de remerciement pour leur aide. Bear et Lyle ont essayé de faire valoir que je méritais une part, mais j'ai fait comprendre que ma satisfaction viendrait du fait de savoir Christie et ma sœur en sécurité. Après avoir fait nos adieux à Lyle, Bear et moi sommes remontés dans le UMV pour nous rendre chez lui. Nous avons discuté de la façon dont les choses s'étaient déroulées, au-delà de mes espérances. En arrivant chez Bear, je suis sorti du UMV et j'ai assisté à une explosion d'excitation. Gilles et Christie m'ont entouré de leurs bras en signe de joie. Bear affichait un large sourire tandis que Lucky courait autour de nous en aboyant d'excitation. Au milieu de leur exubérance et de leurs baisers, j'ai réussi à les calmer et nous nous sommes rassemblés autour de la table de la cuisine. Bear et moi avons raconté à tour de rôle les événements récents. J'ai expliqué à Christie la capture de Vinny et l'implication de Lucky, tandis que Bear a ajouté la partie où Lucky avait presque mordu les parties intimes de Vinny, ce qui a fait rire tout le monde. Christie s'est penché pour serrer Lucky dans ses bras, ce qui lui a valu un baiser affectueux de la part du chien. À la fin de notre récit, tout le monde nous regardait avec admiration. Gilles rompt le silence. Quelle est la suite, Jake? Je suppose que nous attendons de voir comment les choses se déroulent. Pour l'instant, Tony a de plus gros problèmes à régler que nous, répondis-je. Vous êtes tous les bienvenus ici aussi longtemps que vous en aurez besoin, proposa chaleureusement Matty, la mère d'ours. Merci, Madame Kowalski. J'apprécie beaucoup, ai-je répondu. Oh, c'est absurde. Appelez-moi Matty, et ce vieil homme, c'est Ben, dit-elle en faisant un signe de tête vers son mari. Il y avait une profonde affection dans les yeux de Ben lorsqu'il a jeté un coup d'œil à sa femme. Jake, Matty et moi-même nous sommes pris d'affection pour ces 2 jeunes femmes. Vous faites toute partie de ce foyer, dit Ben. Je vous en suis profondément reconnaissant. Je trouverai un moyen de vous rendre votre gentillesse, ai-je exprimé avec gratitude. Bear, tu n'es pas sérieux, ai-je protesté quand Bear a fouillé dans le sac de vêtements qu'il avait apporté. Il en a sorti les liasses de billets et les a déposés sur la table. Ben et Matty ont écarquillé les yeux à la vue des billets empilés. Où as-tu trouvé tout cet argent, fiston, demande Ben. Bear expliqua comment nous avions saisi l'argent des narcotrafiquants et comment je l'avais réparti entre ceux qui m'avaient aidé. Mais c'est de l'argent de la drogue. Nous ne pouvons pas le garder. Il est avarié, objecte Matty. Matty, c'est de l'argent, ai-je dit. Il a peut-être été obtenu illégalement, mais cela ne diminue pas sa valeur. Maintenant, il est de nouveau entre les mains de bonnes personnes pour améliorer leur vie. Ce serait une honte de le laisser se perdre. Matty se radoucit. Eh bien, je suppose que si tu le dis comme ça n'a pas l'air si mal que ça, concéda TL. Bear et moi avons passé le reste de la journée à nous détendre. Les derniers jours avaient été des montagnes russes d'adrénaline, alors c'était un soulagement de se détendre. Nous n'avons pas manqué de regarder le journal télévisé de 18 heures. Le sujet principal était la découverte d'un corps enterré, lié à l'arrestation du riche homme d'affaires de la veille. Christie en a eu les larmes aux yeux en réalisant l'ampleur du danger auquel elle avait été confrontée. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et je l'ai serrée dans mes bras pour la réconforter, tandis qu'elle pleurait sur mon épaule. Le rapport indiquait qu'en raison de la gravité des accusations et du risque de fuite, Tony et ses hommes étaient détenus sans caution jusqu'à leur procès. Plus tard dans la soirée, je suis entré sous le porche, le soleil commençant à descendre. La porte moustiquaire a grincé et j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir Christie venir vers moi. Sans un mot, elle a entouré ma taille de ses bras. Je lui ai rendu l'appareil et, pendant quelques instants, nous nous sommes tenus l'un l'autre en silence. Puis elle s'est penchée en arrière et a croisé mon regard. Merci, Jake. Pour tout, a-t-elle murmuré avant d'embrasser légèrement mes lèvres. Avant que je puisse réagir, elle s'est éclipsée et est retournée à l'intérieur, me laissant regarder la porte moustiquaire se refermer derrière elle. Je me suis attardé, savourant la chaleur et la douceur de son baiser, aspirant à plus.
Les jours suivants, Christy et moi avons fait de longues promenades dans la ferme. Nous avons beaucoup discuté, mais le moment de l'embrasser ne s'est jamais vraiment matérialisé. Ce n'est pas qu'elle était distante, mais après ce qu'elle avait vécu, j'hésitais à repousser les limites. Je me suis donc contenté de chérir le temps passé avec elle. Nous sommes restés 5 jours chez Bear et ses parents. Un point positif est apparu lorsque Christy a contacté son médecin et a reçu un certificat de bonne santé. Physiquement, elle allait bien, mais je restais préoccupé par son état mental. Je suis resté en contact quotidien avec Lyle, qui m'a assuré qu'il n'y avait eu aucune activité suspecte autour de la maison de Gilles ou de la mienne. Tony étant derrière les barreaux et aucune menace apparente ne se profilant à l'horizon, il me semblait assez sûr de rentrer chez moi. Nous avons fait des adieux sincères à nos hôtes, promettant de rester en contact, et nous avons chargé mon camion pour le voyage de retour. Pendant le trajet, nous avons discuté de la possibilité pour Christy de rester chez moi, au moins temporairement. J'étais déterminé à ne pas la laisser s'échapper de ma vie. En outre, je voulais garder un œil sur ma sœur pendant un certain temps encore, et je les ai donc convaincus de rester toutes les deux chez moi pour des raisons de sécurité. Nous sommes passés chez ma sœur, avons rassemblé ses affaires et sommes rentrés chez moi. Les filles se sont installées dans les chambres d'amis. Comme c'était un vendredi après-midi, Gilles a appelé son patron pour l'informer qu'elle serait de retour au travail le lundi, son employeur lui accordant ce congé puisqu'elle avait suffisamment de vacances et de jours personnels pour le couvrir. Au cours du petit déjeuner du samedi, Gilles a proposé à Christy de l'accompagner au travail le lundi. Elle pense qu'en expliquant la situation à Christy, elle pourrait l'aider à retrouver son emploi. Christy était d'accord, mais elle n'avait pas de tenue de travail appropriée, les vêtements que ma sœur lui avait achetés étant plus fonctionnels qu'adaptés au bureau. C'est facile à régler. Je t'emmènerai où tu veux et nous obtiendrons ce dont tu as besoin, lui ai-je proposé. Je ne peux pas te laisser faire ça, Jake. Tu fais déjà tellement pour moi. Je ne pourrai jamais te rendre l'appareil, a protesté Christy. Permets-moi ceci, Christy. Cela m'apportera de la joie, ai-je insisté sincèrement. D'accord, Jake. Mais je trouverai un moyen de te rembourser, a-t-elle promis. L'accord étant conclu, nous nous sommes tous les trois rendus au centre commercial. Christy et Gilles ont choisi quelques tenues, et quand Christy s'est contentée de 3, elle a voulu arrêter. J'ai insisté pour qu'elle choisisse au moins 10 tenues complètes. Christy a essayé de feindre la réticence, mais j'ai senti sa gratitude. La plupart des hommes peuvent se contenter d'un ou 2 costumes par semaine, mais je savais que pour les femmes, la variété était cruciale. Avec 10 tenues, elles pouvaient mélanger et assortir sans répéter exactement le même look pendant un mois. Toutefois, à mon avis, Christy serait magnifique même dans un simple sac en toile de jute. Notre séance de shopping s'est terminée juste à temps pour le déjeuner, et j'ai offert aux filles un repas dans un restaurant voisin. Je me suis adossé à la table, observant ma sœur et Christy engagées dans une conversation animée. Il était réconfortant de constater que Christy commençait à retrouver son dynamisme. Elle avait des moments de spontanéité, mais il s'estompait souvent pour laisser place à un état plus réservé. Compte tenu de ce qu'elle avait vécu, c'était tout à fait logique. Avec l'aide de Gilles, Christy a réussi à reprendre le travail. Elles ont raconté que Christy avait été victime d'un harceleur et qu'elle avait été obligée de se cacher. Christy a déclaré que la situation semblait résolue et qu'elle ne s'attendait pas à d'autres problèmes. Avec tact, ils ont omis de mentionner l'implication de Tony. Avec un peu de chance, cette approche détournerait l'attention de Christy, d'autant plus que le procès à venir de Tony faisait toujours les gros titres. Pendant ce temps, Lyle m'a convaincu de travailler pour lui, principalement en effectuant des vérifications d'antécédents sur l'ordinateur et le téléphone. Ces vérifications étaient souvent demandées par des employeurs qui recrutaient des personnes pour des postes sensibles, impliquant des finances importantes ou vulnérables à l'espionnage industriel. Austin comptait plusieurs entreprises de haute technologie soucieuses d'effectuer des vérifications approfondies sur leurs employés. L'avantage, c'est que je pouvais effectuer la majeure partie du travail à la maison. Vivre avec 2 femmes n'était pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Gilles et moi avons toujours été proches, à seulement 1 an d'intervalle, comme dans notre enfance. Sa présence me ramenait à cette époque. Christy, très gentille, a participé aux tâches ménagères sans effort. Cependant, j'ai dû faire face à 2 problèmes, résister à l'envie de la prendre dans mes bras et de l'embrasser chaque fois qu'elle était proche, et souhaiter qu'elle vienne dans mon lit la nuit. Thanksgiving est arrivé 2 semaines après notre retour à la maison. Nous avons invité Bear et ses parents, qui étaient ravis de se joindre à nous. Lyle a reçu une invitation, mais il avait déjà prévu de passer la journée avec la famille de sa nouvelle petite amie. Les Kowalski sont arrivés tôt jeudi, et Matty, la mère de Bear, a fait équipe avec Gilles et Christy dans la cuisine pour préparer le festin. Bear,
Ben et moi avons fait ce que tout Américain de sang-froid devrait faire à Thanksgiving, rester à l'écart de la cuisine et regarder le football. Les femmes ont servi le repas pendant les pauses entre les matchs de Détroit et de Dallas. La nourriture était exceptionnelle et Matty rayonnait de fierté, surtout lorsque nous avons fait l'éloge de sa recette familiale secrète pour la vinaigrette. J'ai remarqué que Christy donnait des bouchées de dinde à Lucky, et j'ai pris note de lui dire qu'elle ne gâtait pas le chien. Une fois la vaisselle débarrassée et les restes rangés dans le réfrigérateur, les dames nous ont rejoints dans le salon. Bear et sa famille sont restés jusqu'en début de soirée avant de rentrer chez eux. Au cours des 2 semaines suivantes, Christy et moi nous sommes rapprochés. Elle s'asseyait souvent près de moi sur le canapé et, parfois, je sentais qu'elle flirtait avec moi. Je n'y ai pas prêté trop d'attention, car cela semblait inoffensif. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était d'être avec elle. De temps en temps, Gilles et Christy évoquent la fête annuelle de leur employeur. Elle devait se dérouler dans la salle de bal d'un luxueux hôtel, avec un dîner, des discours, des récompenses et une soirée dansante. 2 nuits avant l'événement, nous nous sommes assis tous les 3 pour dîner. J'espère que vous avez un costume. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu en achètes un, dit Gilles. Un costume ? Je suis resté perplexe. Pour la fête, a-t-elle précisé. La fête ? Oui, la fête. Vous aurez besoin d'un costume pour accompagner Christy, a-t-elle expliqué. J'avais supposé que Christy était présente, mais je ne savais pas si elle y allait seule ou si elle avait un cavalier. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas été question que j'y aille. Christy a remarqué ma confusion. C'est bon, Jake. Tu n'es pas obligé de venir avec moi, dit Christy, l'air découragé. Jake, tu n'es pas obligé de venir avec moi. Non. Je veux dire oui, j'adorerais venir avec toi, ai-je bredouillé. Christy s'est illuminée et m'a fait un grand sourire. Dès le lendemain, je me suis empressé d'acheter un nouveau costume. Le soir de la fête, j'étais déjà habillé et j'attendais dans le salon. Gilles et Christy étaient dans leur chambre en train de mettre la dernière main à leurs affaires lorsque la sonnette a signalé quelqu'un à la porte. Tu peux le faire entrer, Jake ? C'est mon rendez-vous. Dis-lui que j'arrive tout de suite, a appelé Gilles depuis sa chambre. J'étais un peu perplexe lorsque j'ai ouvert la porte avec le buzzer. Je ne me souvenais pas qu'elle ait parlé d'un rendez-vous. Ma confusion s'est accentuée lorsque j'ai ouvert la porte. Bear ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Demandai-je à l'imposant personnage en costume. Je suis venu chercher Gilles. Elle ne t'a pas dit que je l'emmenais à la fête, me répondit-il. Non, elle ne l'a pas fait. Entrez donc. Elle a dit qu'elle arrivait tout de suite. Nous avions à peine le temps de nous installer que Gilles sortait de sa chambre. La mâchoire de Bear semblait prête à s'effondrer lorsqu'il la vit. Ma sœur, toujours aussi éblouissante, était absolument magnifique dans sa robe de soirée noire ce soir-là. Gilles s'est approché d'Ours et a posé sa main sur son bras. Tu es très beau dans ton costume, lui dit Gilles en guise de compliment. Toi aussi, bredouille Bear. Je veux dire que tu es vraiment très beau. Merci, Stanley. Jake, nous te retrouverons avec Christy à l'hôtel, dit ma sœur en guidant Bear vers la porte, me laissant abasourdi et perplexe. J'ai réfléchi à la façon dont tout cela s'était déroulé. Peut-être que tout avait commencé pendant notre séjour dans la famille Bear. Les longues promenades de Christy avec moi avaient peut-être pour but de permettre à Gilles de passer du temps avec Bear. J'avais cru à tort que Christy voulait être avec moi. Je me suis souvenu qu'elles étaient assises ensemble à Thanksgiving, non seulement pendant le repas, mais aussi après. Quand le choc s'est estompé, j'ai fait comme si de rien n'était. Bear était un type bien. Ma sœur aurait pu faire pire. Mais ma rêverie ne m'a pas empêché de remarquer l'entrée de Christy dans la pièce. Ma réaction à son égard fut probablement aussi frappante que celle de Bear lorsqu'il avait vu Gilles. Christy était absolument magnifique dans sa robe rouge, ses longs cheveux blonds coiffés avec élégance. En glissant, elle s'est arrêtée devant moi et a tournoyé. « Tu es d'accord ?» demanda-t-elle. « Absolument », répondis-je en reprenant mon calme. « Tu es magnifique. »« Merci, Jake. »« On y va ?» dit-elle en joignant son bras au mien. Alors que j'escortais Christy dans la salle de bal, j'ai vu de nombreux hommes s'arrêter et la regarder. Certains ont été poussés par leurs partenaires. Je me sentais fier d'être son cavalier. Nous avons trouvé Gilles et Bear à la table, rejoints par 2 autres couples. On m'a présenté les collègues de Christy et leurs partenaires. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Gilles posait souvent sa main sur le bras de Bear tout en discutant. Après les discours et la remise des prix, la piste de danse s'est ouverte. Bear et moi avons demandé à nos partenaires de danser. Compte tenu de l'élégance des robes, les chansons lentes prédominaient, ce que j'ai apprécié. C'est la première fois que je tiens Christy dans mes bras.
Lorsque je l'ai prise dans mes bras pour la première fois, une décharge électrique m'a traversé. Elle s'est blottie contre moi et j'étais reconnaissant de porter un caleçon qui gardait mon excitation discrète. Pourtant, à certains moments, elle m'a frôlé et j'ai su qu'elle avait dû le sentir aussi. J'ai été soulagé qu'elle ne s'éloigne pas. Alors que la nuit s'achevait, ma sœur s'est approchée et a mentionné que Stan la ramenait chez elle, dans sa propre maison. J'avais remarqué que Gilles ne l'appelait jamais Bear, mais toujours Stan ou Stanley. Elle s'est dite sûre d'être en sécurité avec lui, ce qui m'a fait rire en me demandant à quel point Stanley serait en sécurité seul avec ma sœur. Sur le chemin du retour avec Christy, elle a dit à quel point la soirée avait été merveilleuse et combien elle avait aimé danser. En entrant dans la maison, elle a détaché ses cheveux, les laissant tomber en cascade. Se tournant vers moi, elle m'a dit qu'elle voulait un autre verre de vin. J'ai jeté mon manteau sur le canapé et je me suis rendu à la cuisine pour me servir un verre, tandis qu'elle me regardait depuis l'entrée. Lorsque je me suis approché d'elle avec le vin, elle a sournoisement pointé du doigt le ciel au-dessus de nos têtes. En levant les yeux, j'ai remarqué l'aiguille que ma sœur avait accrochée là. Christy m'a fait un sourire sulfureux en penchant la tête sur le côté. Je n'allais pas rater cette occasion. J'ai passé mon bras libre autour de sa taille et je l'ai rapproché de moi. Au moment où nos lèvres se sont rencontrées, j'ai senti une poussée d'électricité. Cela a commencé doucement, nos lèvres se déplaçant doucement l'une contre l'autre. Un gémissement silencieux s'est échappé lorsque la langue de Christy est entrée dans ma bouche, déclenchant un baiser passionné. Lorsque nous nous sommes finalement retirés, nous étions toutes les deux à bout de souffle. Christy a rapidement terminé le vin, puis m'a pris la main et m'a conduit dans ma chambre. Le dos tourné, elle a soulevé ses cheveux, révélant la fermeture éclair de sa robe. D'une main tremblante, je l'ai abaissée avec précaution. Lorsqu'elle a haussé les épaules, la robe rouge a glissé et s'est étalée à ses pieds. Elle l'a enlevée avec grâce et l'a posée sur une chaise. Hypnotisé, j'ai regardé sa silhouette aux courbes parfaites. Son string ne la dissimulait guère et, lorsqu'elle s'est tournée vers moi, j'ai eu le souffle coupé. Vêtue d'un soutien-gorge rouge transparent qui dissimulait à peine sa poitrine, et d'une petite culotte assortie, elle s'est arrêtée, me laissant admirer le spectacle tandis que mon cœur s'emballait dans ma poitrine. J'étais perdu dans le brouillard lorsque Christy a semblé glisser vers moi. Ses mains se sont levées pour défaire ma cravate, la jetant sur son épaule avant de déboutonner habilement ma chemise. Chaque bouton défait, elle a remonté ses mains le long de ma poitrine, provoquant un frisson qui m'a parcouru lorsque ma chemise a glissé de mes épaules. Ses doigts se déplacent rapidement, libérant ma ceinture puis mon pantalon. En accrochant ses pouces à la ceinture, elle s'est agenouillée et a tiré sans effort mon pantalon et mon boxeur d'un seul geste. Lorsque le flux de libération s'est calmé, j'ai fait quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai tiré Christy vers le haut et je l'ai embrassée passionnément. Je n'avais jamais embrassé une femme juste après un acte aussi intime, mais c'est dire l'intensité de mes sentiments. Pendant que nous nous embrassions, j'ai libéré son soutien-gorge, puis je l'ai soulevé sur le lit en lui enlevant sa culotte. En me nichant entre ses jambes, je me suis livré à elle, ma bouche trouvant son cœur. Il n'y avait pas de frein à notre passion. Au premier goût d'elle, j'ai su que j'en voulais plus. Son corps a réagi à mon contact et, en quelques instants, elle a poussé un cri, ses hanches se soulevant du lit tandis qu'elle frissonnait d'extase. Respirant bruyamment, j'ai roulé sur le côté et j'ai attiré son corps haletant dans mes bras. Christy s'est accrochée à moi. C'était incroyable, dit-elle entre deux soupirs. Je n'ai jamais rien vécu de tel, ai-je répondu honnêtement. Jake, tu réalises que je suis en train de tomber amoureuse de toi, dit-elle prudemment. C'est bien, parce que je suis déjà amoureux de toi, ai-je répondu. Christy a couvert ma bouche avec la sienne, confirmant ses sentiments pour moi. Lorsque nous avons repris des forces, nous avons continué à faire l'amour. Ce n'était pas une connexion brûlante comme la première fois, mais plutôt une longue et lente union de deux personnes exprimant leurs véritables sentiments l'une pour l'autre. La nuit de danse et d'amour a eu raison de nous et nous avons sombré dans un profond sommeil, en nous serrant l'un contre l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon bois habituel, mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent. En me réveillant, je me suis rendu compte que quelque chose de chaud et d'humide m'avait enveloppé. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu sur mon ventre la femme dont j'étais tombé amoureux. Elle me regardait et quand elle m'a vu ouvrir les yeux, elle s'est soulevée et s'est appuyée sur mes cuisses. Christy a gémi en signe de protestation lorsque je l'ai finalement soulevée du lit pour la conduire à la douche, mais elle s'est rapidement mise à ronronner lorsque je lui ai savonné le corps avec amour. Elle me rendit l'appareil, s'assurant que j'étais bien propre. En sortant de l'eau chaude, nous nous sommes essuyés l'un l'autre et nous nous sommes dirigés vers la cuisine pour nous rafraîchir et reconstituer l'énergie que nous avions dépensée. Après avoir traversé le salon, j'ai ouvert la porte arrière et j'ai laissé Lucky entrer dans la maison.
Il était en colère contre moi pour l'avoir laissé dehors toute la nuit et m'a ignoré. Au lieu de cela, il s'est dirigé directement vers Christy, cherchant son affection, ce dont il a été rapidement récompensé. Christy s'est beaucoup attaché au chien qu'il a sauvé cette nuit-là à la maison du lac. Après le petit déjeuner, nous nous sommes installés dans le salon pour discuter. Christy avait une question: pourquoi n'avais-je pas donné suite à mes sentiments pour elle? J'ai avoué ma peur, craignant que, compte tenu de ses expériences passées, tout geste romantique ne la contrarie. Elle s'est ouverte sur la période où elle était captive de Tony, révélant une remarquable capacité à se détacher mentalement de ses avances non désirées, sauf lorsqu'il devenait viol. Sa force m'a étonné. Elle plaisanta même sur les défauts physiques de Tony, et nous partageâmes un rire, bien que cela me fît réfléchir à son sujet, compte tenu de la sensibilité physique de Christy. Plus tard dans la journée, Bear revint avec ma sœur, tous deux arborant un air satisfait. Son sourire penaud laissait présager quelque chose et, au cours du dîner, il a révélé son départ en embrassant Gilles d'un baiser brûlant. Elle répondit à mes sourcils levés par un sourire malicieux avant de disparaître dans sa chambre. Mes projets concernant Tony ont échoué la semaine suivante. La police est arrivée à l'improviste sur le lieu de travail de Christy. Vinny, dans le but d'aider l'accusation, a révélé que Tony avait kidnappé Christy après des semaines de détention. J'ai été surpris du temps qu'il a fallu à Vinny pour parler d'elle. Les autorités étaient impatientes de retrouver Christy. N'ayant pas son adresse actuelle, elles l'ont retrouvée sur son ancien lieu de travail. Christy a été emmenée pour des entretiens avec le bureau du procureur général, qui s'occupait de l'affaire fédérale des stupéfiants, et le bureau du procureur du comté, qui poursuivait les accusations d'enlèvement et de meurtre à l'encontre de Tony. Les autorités fédérales se sont rapidement désintéressées de Christy lorsqu'elles ont découvert qu'elle n'était pas au courant des activités de Tony dans le domaine des stupéfiants. En revanche, les procureurs du comté s'intéressent de près à Christy. Ils l'ont informé des révélations de Vinny concernant son enlèvement. Réalisant qu'ils étaient déjà au courant, Christy a raconté l'histoire déchirante de son calvaire. Gilles m'a téléphoné au moment où la police a escorté Christy, et je me suis précipité au poste de police. J'ai attendu avec anxiété et les prises dans mes bras lorsqu'elle a enfin été relâchée. Des larmes ont coulé sur nos deux visages, nous avions compris ce que cela impliquait. Christy devant témoigner contre Tony, l'accusation allait devoir le révéler à la défense. Cela signifiait qu'elle pouvait à nouveau être prise pour cible, même derrière les barreaux. Le danger s'étendait à ma sœur et à moi. Serrant Christy contre moi, je l'ai réconforté tout en maudissant mon hésitation à traiter avec Tony plus tôt. Maintenant, il était en garde à vue, hors de ma portée. Malgré les conseils du procureur pour que Christy reste en ville, je savais qu'il était temps de disparaître une fois de plus. Après avoir accompagné Christy chez elle, j'ai trouvé Gilles déjà sur place. Elle s'est précipitée pour serrer son amie dans ses bras, mais je les ai guidées toutes les deux vers le canapé avant qu'elles n'entament la conversation. Les filles, refaites vos valises. Le procureur va révéler que Christy est un témoin clé. Tony pourrait mal le prendre. Il est temps de faire profil bas, leur dis-je fermement. Mais ils ont dit que je devais rester ici, murmura Christy faiblement. Oublie-les. Nous devons assurer notre sécurité. Ils ne pourront pas tous nous protéger. Ils garderont l'information pendant quelques jours, ce qui nous laissera le temps de disparaître. Je ne laisserai aucun d'entre vous se faire enlever, déclarai-je avec détermination. J'ai immédiatement passé des coups de fil. D'abord, j'ai informé Lyle de notre départ, m'assurant qu'il veillerait sur les maisons de Gilles et de moi sans révéler nos plans exacts. Puis j'ai appelé Bear. Il a insisté pour parler à ma sœur et, après leur conversation, Gilles a confirmé la décision de Bear de se joindre à nous. Je n'ai pas objecté, je savais qu'il ferait tout pour la protéger si ses sentiments pour ma sœur rejoignaient les miens pour Christy. J'ai rappelé Bear pour lui demander d'apporter son passeport. Mon dernier appel a été pour mes parents. J'ai parlé à mon père, lui expliquant tout ce qui s'était passé. Je ne leur avais donné aucun détail auparavant, voulant leur épargner toute inquiétude. Il avait l'air très inquiet et m'a assuré que maman et lui attendraient notre arrivée avec impatience. Lorsque mes grands-parents maternels sont décédés, ils ont laissé à ma mère un héritage substantiel, plus important que les fonds fiduciaires qu'ils avaient constitués pour ma sœur et moi. Gilles et moi avions grandi à Clear Lake, dans la banlieue de Houston. Mon père adorait la voile et gardait son bateau à quai dans une marina locale. Il nous avait appris à naviguer pratiquement dès que nous avions appris à marcher. Après le décès de mes grands-parents, mon père a pris une retraite anticipée et mes parents ont déménagé à Palm Beach, en Floride. Là, il a pu garder son voilier commodément amarré derrière la maison. Bear est arrivé ce soir-là, et j'ai attendu la fin du dîner pour discuter de mes projets avec tout le monde. Étonnamment, les filles ont considéré mon idée comme une aventure passionnante. Bear semblait un peu moins sûr de lui.
Nous nous sommes retirés tôt, avec l'intention de partir le lendemain matin. J'ai opté pour mon pick-up, dont la cabine allongée offrait suffisamment d'espace pour nous tous et nos affaires. Nous avions 3 arrêts à faire avant de quitter la ville. Tout d'abord, j'ai accompagné Christy à sa banque, où son passeport se trouvait dans une boîte de sécurité, à peu près tout ce qu'elle avait après que les associés de Tony eurent vidé son appartement. Ensuite, je suis passé à ma banque pour effectuer un retrait substantiel en liquide. J'avais l'intention d'utiliser du liquide pour éviter de laisser une trace écrite avec les cartes de crédit. Notre dernier arrêt s'est fait sur le lieu de travail de Christy et Gilles. À l'intérieur, nous avons eu une réunion à huis clos avec leur patron, lui révélant la raison de notre départ abrupt. Il nous a remerciés de l'avoir informé et n'a pas pu nous promettre de conserver leur emploi compte tenu de l'incertitude, mais nous a demandé de prendre contact avec elle une fois que les choses se seraient tassées. Nous avons conduit à tour de rôle toutes les 4 heures, ce qui a permis à l'un d'entre nous de se reposer tout en se préparant pour l'équipe suivante. J'ai conduit avec Christy et Lucky à l'avant, tandis que Ber et Gilles occupaient l'arrière. Quand c'était le tour de Ber, nous changions de place. Avec des pauses occasionnelles pour les repas et les arrêts, il nous a fallu un peu plus de 25 heures pour atteindre la maison de mes parents. Lorsque nous sommes sortis de mon camion, mes parents se sont précipités pour nous accueillir. Leurs yeux se sont écarquillés à la vue de Ber, ce qui m'a fait sourire. Après nous avoir chaleureusement embrassés, Gilles et moi, mes parents nous ont fait entrer dans la maison. La présentation de Christy a immédiatement séduit mes parents, ils ont craqué pour la belle blonde qui avait volé mon cœur. Pourtant, lorsque Gilles a présenté Ber, ils ont semblé un peu incertains. Ce n'est que lorsque j'ai eu l'occasion de rassurer mes parents en privé sur l'intégrité de Ber et son engagement envers leur fille qu'ils ont commencé à s'intéresser à lui. À 3 jours de Noël, mes parents étaient ravis de nous accueillir. Le lendemain de notre arrivée, mon père nous a emmenés sur son magnifique voilier de 42 pieds. Gilles a montré à Ber les ficelles du métier, littéralement, tandis que papa et moi avons passé en revue le système de navigation. Le bateau était équipé d'un pilote automatique relié à un GPS, qui se dirigeait pratiquement tout seul une fois le cap fixé. Il suffisait d'être attentif aux obstacles potentiels. Une fois en eau plus profonde, Ber a commencé à se sentir un peu mal à l'aise, mais heureusement, il a réussi à garder son petit déjeuner. Christy, quant à elle, s'amusait beaucoup. Papa a passé quelques heures par jour à nous guider, Gilles et moi, à travers toutes les fonctions du bateau. Le jour de Noël a été très agréable, avec des échanges de cadeaux suivis d'un festin préparé par Gilles, Christy et maman. Cela m'a fait chaud au cœur de voir maman embrasser Christy comme une autre fille. Le lendemain de Noël, nous avons fait le plein de provisions et de nouveaux vêtements, que nous avons chargés sur le voilier avant de prendre un dernier dîner avec mes parents. Tôt le matin du 27, Christy, Gilles, Ber, Lucky et moi sommes montés à bord du voilier et avons pris le large tandis que mes parents nous saluaient depuis le quai. J'ai tenu la barre jusqu'à ce que nous atteignions des eaux profondes, puis j'ai enclenché le pilote automatique. Ber a pris le premier quart pendant que Gilles et moi nous assurions que tout était en ordre. La nuit, Gilles et moi nous répartissions les quarts, tandis que Christy et Ber assuraient le quart pendant la journée. Gilles et Ber occupaient la couchette avant, même si les pieds de Ber pendaient légèrement du lit en raison de la faible hauteur sous plafond. Ce n'était pas un problème majeur pour lui. Christy et moi partagions la couchette arrière. Lors de mon premier quart de nuit, Christy m'a rejoint pendant un moment. Lorsque Gilles et Ber se sont couchés pour se reposer, Christy a fait pivoter le fauteuil du capitaine que j'occupais et m'a fait la surprise d'une première en mer, une rencontre discrète. Après que Gilles m'a relevé, j'ai accompagné Christy jusqu'à notre couchette, lui rendant ainsi l'appareil. Nous nous sommes partagés les tâches liées au repas. Au début, Ber a eu du mal à trouver l'appétit, mais dès le 2e jour, il a retrouvé le pied marin et la faim. La saison des ouragans étant passée, le temps était parfait pour naviguer. Les filles se sont prélassées en bikini pendant la journée, et si j'ai apprécié la beauté de ma sœur, mon attention s'est surtout portée sur Christy. Lucky, notre compagnon à fourrure, semblait né pour la mer, se réjouissant d'aboyer après les dauphins qui nageaient occasionnellement à nos côtés, bondissant hors de l'eau. Pendant 4 jours, nous avons navigué vers le sud-est, parcourant environ 650 milles, avant d'arriver à notre destination, les îles Turques et Caicos. Papa avait réservé pour nous au Harbour Club Villa and Marina, un endroit que maman et lui avaient déjà visité lors d'une croisière. Il y avait une marina privée pour l'accostage et 6 villas à louer. Papa s'est arrangé pour que nous puissions louer 2 villas pour 3 mois, chacune étant élégamment meublée et équipée du Wi-Fi. Une fois installée, j'ai informé le bureau du procureur que Christy craignait pour sa sécurité et qu'elle ne reviendrait pas avant que son témoignage ne soit nécessaire au début du procès. J'ai insisté sur le fait qu'un retour plus rapide n'était pas négociable. Pour toute autre question, il pouvait la contacter par l'intermédiaire de mon adresse électronique.
Pendant les 10 semaines qui ont suivi, j'ai eu l'impression de vivre dans un paradis tropical. Les journées étaient consacrées à la plongée avec tuba, à la plongée sous-marine, à la pêche, à la navigation autour des îles ou à la détente sur la plage. Ber et moi sommes devenus des adeptes de la pêche à la mouche pour attraper des bonnes fiches sur les plaines. De temps en temps, nous réussissions à attraper du mérou ou du vivano frais pour nos repas. Les nuits étaient remplies d'intimité, comme si nous étions en double lune de miel prolongée. Christy et moi nous sommes rapprochés de jour en jour, et j'ai remarqué qu'il en allait de même entre Ber et ma sœur. Alors que notre séjour dans la villa touchait à sa fin, nous avons envisagé de nous aventurer sur d'autres îles, voire de retourner au nord des Bahamas. Cependant, j'ai été informé que les procureurs avaient fixé une date de procès pour Tony dans une semaine, après 5 mois de procédure. Nous avons réapprovisionné le bateau et sommes repartis vers Palm Harbor. Sachant que si Christy ne se présentait pas de son plein gré, ils émettraient une citation à comparaître, j'ai compris qu'elle risquait d'être accusée d'outrage au tribunal en cas de non-comparution. Après 4 jours supplémentaires en mer, nous sommes revenus à notre point de départ. Mes parents avaient prévu notre retour, alors dès que nous avons eu un signal de téléphone portable, je les ai appelés. Ils nous attendaient au moment de l'accostage. À 6, nous avons rapidement déchargé nos affaires du bateau. Christy et Gilles ont aidé ma mère à ranger le linge de maison et les serviettes pendant que Ber, papa et moi étions assis dans le salon, racontant notre voyage. Curieuse, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter mon courrier électronique. Un message du procureur a attiré mon attention. J'ai dû le lire 2 fois pour m'assurer d'en saisir le contenu. Éclatant de joie, j'ai sauté du canapé en criant « C'est fini. Tu n'as pas à témoigner ». Confuse, Christy a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Tony a accepté un accord de plaidoyer. Il savait qu'il risquait la peine de mort, alors il a plaidé coupable et a obtenu la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, me suis-je exclamé. Christy m'a enveloppé de larmes de soulagement et nous avons fait la fête ce soir-là. Papa est même allé chercher du champagne. Épuisés par le voyage, nous nous sommes couchés tard et avons fait la grasse matinée le lendemain. Nous avons passé 3 jours de plus chez mes parents, mais Ber était impatient de rentrer. Nous avons chargé à nouveau mon camion et avons commencé notre voyage de retour à travers le pays, en nous arrêtant pour la nuit à mi-chemin. En arrivant à la maison, Lucky est sorti en courant, ravi d'être de retour. Malgré son bon comportement pendant le voyage, il était clair qu'il était ravi d'être à la maison. Ber a passé une dernière nuit avec Gilles avant de retourner chez lui. Il lui a fallu quelques jours pour se réadapter. Gilles a appris que le poste qu'elle occupait avait été pourvu, mais on lui a proposé un poste comparable. Christy, quant à elle, était découragée de ne pas avoir de travail. Je l'ai prise à part pour une conversation privée. Christy, je sais qu'il n'est pas facile de perdre son emploi, mais j'ai un autre poste en vue pour vous, ai-je commencé. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Je me suis agenouillé. Je veux que tu sois ma femme. Je t'aime, Christy, et je veux passer ma vie avec toi. Des larmes ont coulé dans ses yeux et elle s'est laissée tomber à côté de moi, me serrant fort dans ses bras. Oui, Jake. J'aimerais être ta femme, s'exclame-t-elle en m'embrassant sur le visage. Gilles s'est précipité à l'intérieur pour voir le tumulte, et Christy s'est levée d'un bond pour l'embrasser. Nous allons être belles-sœurs. Jake a fait sa demande, s'est-elle exclamée, débordante d'excitation. Les 2 filles ont sauté et crié de joie. J'ai momentanément été relégué au second plan, mais cela ne me dérangeait pas. J'avais la réponse que je voulais et je me sentais heureuse. Ce ne fut pas un choc lorsque Gilles informa Ber de nos fiançailles et qu'il la demanda en mariage. Son acceptation n'a pas été plus surprenante. Notre séjour dans les îles a montré clairement qu'ils étaient profondément amoureux. Nous avons opté pour un mariage commun, devant nos invités. Alors que les 2 plus belles mariées s'approchaient de nous en descendant l'allée, je ne pouvais pas dire qui avait le plus grand sourire, Ber ou moi. Lyle, mon témoin, tenait la laisse de Lucky à mes côtés. Je n'ai pas trouvé de smoking pour Lucky, mais il a porté un nœud papillon élégant. Et oui, nous prévoyons une lune de miel commune. Papa nous prête à nouveau son bateau et nous ferons une croisière sur les îles, en explorant celles que nous avons manquées en nous rendant aux îles Turques et Caicos. Épilogue. 3 semaines après son transfert dans un pénitencier d'État, Tony est retrouvé assassiné. Les spéculations vont dans le sens d'un assassinat ordonné par le baron colombien des stupéfiants, le rendant responsable de la saisie de stupéfiants qui a conduit à des condamnations. Les autres hommes arrêtés lors du raid sur la propriété de Tony ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Quant à Vinny, il a disparu, probablement placé dans un programme de protection des témoins dans un pays lointain.